La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est mercredi, on vous emmène au ciné pour découvrir Le Panache, avec dans les rôles titres José Garcia, Horatica, Joachim Arseguel. C'est le nouveau film de Jennifer De Volder, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est l'ouverture du championnat du monde d'échecs, ça se passe à Singapour, les échecs qui ont fait leur entrée à l'école assez récemment. Rendez-vous enfin avec Amélie Paris, elle nous raconte les années collège de son poste de professeur documentaliste. Elle décode aujourd'hui le couvre-chef favori des collégiens, la casquette. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Jennifer De Volder, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé le film Le Panache qui sort aujourd'hui, une histoire à la fois singulière et universelle. Elle pose la question de notre rapport à la différence qu'on porte parfois avec J'ai bien réfléchi. Je vais jouer Roxane. Monsieur de Varso, vous avez perturbé les autres classes et montré aux élèves qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Vous souhaitez toujours votre titularisation, n'est-ce pas? Les préjugés. Et lâcheté. Jamais, jamais. Je me bats, je me bats, je me bats. Sur scène, tu peux être qui tu veux, même toi-même. Jennifer De Volder, votre précédent film s'appelait Sage Homme, plus de 640 000 entrées. Déjà, l'idée du décalage, la différence, le décalage, c'est votre sujet de prédilection? En tout cas, je crois que mon sujet, c'est trouver sa place. Et je pense que les deux films, c'est vrai, parlent de ça, la quête d'identité et trouver sa place. On va évidemment parler de Colin, mais j'aimerais qu'on commence par d'autres. J'aimerais qu'on commence avec Julia, par exemple, qui est jouée par Horatica, c'est la mère. Une des premières scènes du film la montre, vous captez son regard inquiet. Ensuite, elle dépose Colin dans son collège. Genre 23 secondes après, premier SMS. Est-ce que tout va bien? Donc, à l'évidence, un personnage qui adore son enfant, mais sa posture, c'est de le protéger. Or, finalement, y aller tout seul, c'est aussi comme ça qu'on apprend à vivre sa différence. Oui, en tant que parent, on est obligé de lâcher prise. En fait, c'est difficile. Et surtout quand on a un enfant en situation de handicap ou qui a subi des choses difficiles et qui a un passif, on a envie de le protéger. En tant que parent, on a toujours envie de... on est un peu dans la surprotection aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hyperparentalité. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, les enfants, ça doit vivre tout seul. Hein. Ouais. Oui, assez tôt ou tard, en tout cas. Le plus tard possible, c'est le père qui parle. Non, mais je sais. Oui, le plus tard possible. Mais voilà, je sais plus. Je lisais un truc sur le fait de responsabiliser, par exemple, les enfants. Plus ils ont des tâches de responsabilité, mieux ils se portent à l'âge adulte. Et c'est un petit peu ça. On ne peut pas être traité comme des enfants tout le temps, quoi. Elle est quand même dans une sacrée fusion. À un moment donné, elle lui dit, quand Colin lui demande l'autorisation de faire du théâtre, on vient d'une histoire qui est douloureuse pour Colin, on en reparlera, mais elle lui dit, on ne va pas prendre le risque de s'exposer. Oui, il y a une... après, c'est aussi... ils sont deux, donc ça parle aussi de monoparentalité, puisqu'elle divorce, elle a divorcé, ils sont tous les deux un petit peu en reconstruction, dans un nouvel endroit, et puis elle se souvient de ce que Colin a subi par le passé, et où il a pensé au suicide, où il s'est fait harceler, elle n'a pas envie qu'il se passe la même chose, elle a envie de faire un peu... Là, on va faire peut-être... On arrive dans un nouvel endroit, on peut peut-être commencer de zéro et essayer de se faire oublier un petit peu. Dans le même ordre d'idées d'ailleurs, et sur la solitude de cette maman seule, Colin lui dit à un moment, je me débrouille sans toi, c'est peut-être ça qui te fait peur. Et derrière, il y a ce gouffre pour elle qui s'ouvre. Oui, c'est sûr que c'est autant la reconstruction de Colin que de Julia, finalement. Elle va devoir apprendre aussi à vivre autrement et à penser autrement. Et à faire sa reconstruction en tant que femme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'est pas que mère, il faut aussi vivre sa vie. Personnage miroir de Julia, donc autant elle veut protéger Colin, autant il y en a un qui est prêt à l'exposer tout de suite, c'est José Garcia, qui joue le rôle de Monsieur De Varso, professeur de français, qui le pousse à s'exposer. Et alors de quelle manière? Cyrano, quand même, il n'y a pas pire. Oui, les pavés de texte, comme on dit. Les monologues incessants. Et que tout le monde connaît. Et que tout le monde connaît. Enfin, que tout le monde connaît. Tout le monde en connaît un, c'est la tirade du nez. Ouais.
Oui, après, il y en a plein. Oui, il y en a plein des tirades finalement connues dans Cyrano. Mais c'est vrai, ce professeur va aller à l'opposé de ce que lui enseigne sa mère. Cyrano, troisième personnage, on va venir à Colin, mais je continue à tourner autour. Personnage à part entière, alors le nez de Cyrano, en fait, dans votre film, c'est l'ensemble de nos complexes. Le bégaiement pour ce qui est de Colin, mais finalement, ça nous renvoie tous à nous. On a tous des complexes, en vrai. Oui, c'est ça. On a tous quelque chose qu'on n'assume pas. On a tous un nez. On a tous un grand nez. Colin est bègue, mais pour d'autres, c'est autre chose. Et puis parfois, c'est des choses qui sont pas forcément même raisonnées. Et donc, c'est vrai qu'on a tous quelque chose qui nous empêche parfois d'être nous-mêmes et de nous affirmer, ça c'est sûr. Le Panache qui sort aujourd'hui au cinéma, film tiré d'un seul en scène de Nicolas Devor intitulé Dans la peau de Cyrano, réalisé par Jennifer de Volder, qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buan, bonjour. Bonjour. L'Anti-Sèche, c'est notre rubrique dans laquelle on regarde comment l'actualité résonne à l'école ou résonne dans les programmes scolaires. Et aujourd'hui, on va jouer aux échecs à l'occasion de l'ouverture du championnat du monde d'échecs. Ça se passe à Singapour. Les échecs, jeux introduits dans le sud de l'Europe à partir du XVIIIe siècle, mais dont on ignore où il fut inventé exactement. Les règles actuelles, en tout cas, ont été codifiées dès la fin du XVe siècle. Effectivement, avec cette ouverture de ce championnat donc, du monde d'échecs à Singapour. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un match pour le titre mondial, le plus prestigieux d'ailleurs des échecs, a lieu dans cette ville. Alors, on va vous donner très rapidement le contexte, hein. Comme ça vous savez de quoi on va parler. Et vous pourrez d'ailleurs en parler autour de la machine à café, n'hésitez pas. Le chinois Ding Liren remet donc son titre en jeu. Il sera opposé à un Indien de 18 ans qui pourrait devenir, au passage, le plus jeune champion du monde des échecs en partie classique, celle avec la durée de réflexion la plus longue. Voilà pourquoi on parle. Il a un nom, notre ami indien ? Oui, vous essayez de vous soustraire à vos obligations linguistiques. Domaraju Gukesh. Et ben voilà, Domaraju Gukesh contre Ding Liren, on retient ça, et pour la machine à café, ça fonctionne. Et si on en parle des échecs, c'est que cette discipline, ce sport même, est utilisé dans les établissements scolaires. Et je ne le savais pas. Et ben voilà. Pour tout vous dire, mais c'est l'intérêt de cette chronique, justement. Je l'ai appris en travaillant, en allant chercher, fouiller. Oui, le mot échec, souvent, c'est lorsqu'on sortait d'une évaluation un peu ratée. Hein. Oui, c'était au singulier. Et c'est pas les échecs à l'école, c'est plutôt l'échec scolaire. Tout à fait. Ouais. Notamment pour certaines matières dont je tairai le nom. Mais en fait, non, l'apprentissage en fait, du jeu d'échecs, les matières scientifiques. Voilà. Okay. J'embrasse mes professeurs si à l'occasion ils me regardent. Oh bon alors. En attendant, le jeu d'échecs avec un S, cette fois-ci à l'école, s'est concrétisé via la signature le 15 février 2007 d'une loi entre l'Assemblée et l'Éducation nationale et la Fédération française des échecs. Ainsi, la FFE s'est engagée à soutenir les écoles qui avaient recours à cette apprentissage. Vous avez la référence des textes au cas où des enseignantes ou des enseignants regarderaient ? Pour être sûr, chef, on y va. Le jeu d'échecs apparaît dans deux textes. Une circulaire, tout d'abord, du 4 mars 2011. Le jeu d'échecs est mentionné comme outil pour développer les compétences des élèves en mathématiques. C'est logique jusque-là. Et puis une circulaire le 12 janvier 2012, l'introduction du jeu d'échecs à l'école. On est simple. L'objectif, c'est de sensibiliser un grand nombre d'enseignants aux bienfaits pour les élèves de la pratique de ce jeu qui mobilise logique, stratégie, rigueur et capacité d'abstraction tout en facilitant l'apprentissage de la citoyenneté par le respect des règles et donc d'autrui. Oui, parce que si on ne respecte pas les règles, ça se termine mal. Le ministère de l'Éducation nationale qui a mis en place un programme classe échec, on l'avait abordé dans la quotidienne il y a assez longtemps maintenant d'ailleurs, qui vise à développer l'apprentissage et la pratique du jeu d'échecs dans les écoles primaires. Elle contribue tout simplement à la construction de la personnalité. Elle encourage l'attention, l'imagination, l'anticipation, le jugement et la confiance en soi. Un jeu qui participe à développer l'apprentissage des règles, le respect d'autrui, et donc à ce titre participe à l'apprentissage de la citoyenneté. Ce fameux mot. D'ici un an, 2025, 5000 professeurs doivent être formés, 2000 écoles doivent être équipées avec des kits qui comprennent des jeux ou alors un échiquier mural. Oui, on joue tout simplement sur le mur, on l'installe et j'ai vu des photos. L'objectif étant d'initier 250 000 enfants sur le temps scolaire avec des professeurs volontaires. D'accord, mais où vont-ils chercher les ressources? Avec la Fédération française d'échecs, les clubs, comment ça marche? Tout à fait. En fait, les écoles qui adhèrent à ce projet, ils peuvent bénéficier d'une mise en relation avec les clubs d'échecs locales. Ce dernier propose d'animer une ou plusieurs séances spéciales autour de l'intervention d'animateurs du club. D'ailleurs, chaque professeur va recevoir une invitation pour faire participer sa ou ses classes, s'il le fait dans plusieurs endroits, au championnat scolaire FFE, ainsi qu'au championnat scolaire en ligne. On le fait aussi sur Internet. Alors, ce qu'il faut dire, c'est quand même un vrai buzz autour des échecs. Et c'est notamment, on se dit que c'est un sujet un petit peu ennuyeux. On a
plateau de jeu, 64 cases, des règles qui sont quand même pas évidentes. On poireaute pendant 3 plombes avant que l'autre joue, sauf dans les blitz, n'est-ce pas? Or, ils ont été déclinés en série. Il y a un vocabulaire qui est né, un vocabulaire cinématographique, qui rend la chose hyper palpitante. Il y en a 2 en série qui fonctionnent et qui cartonnent. Il y en a une notamment, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Le Jeu de la Dame. C'est une mini-série américaine. 7 parties, ça dure environ 56 minutes. On vous le conseille. Vous dites 7 parties, c'est rigolo. 7 épisodes en fait. 7 épisodes, 7 parties. Effectivement, au coin du feu, ça se regarde extrêmement bien. Une fiction qui suit une prodige des échecs qui est orpheline, qui a ses de 9 à ses 22 ans, dans la quête de devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde, tout en luttant en parallèle, parce qu'il faut bien qu'il y ait une petite histoire, une petite intrigue quand même, à ses problèmes d'émotion et à cette dépendance à la drogue et à l'alcool. L'histoire, c'est entre les années 50 et les années 60. Et puis la deuxième ? Un vague souvenir qui m'annonce une deuxième saison, je crois, du Jeu de la Dame. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ça a cartonné. Ça a cartonné. Il faut dire que c'est extrêmement bien fait. Elle visualise les mouvements de ces pièces au plafond. C'est très fort. Et puis alors l'autre, c'est Rematch, non ? Oui, sur Arte. Je l'ai regardé aussi. Oui, je sais, on en a parlé, c'est pour ça. C'est à retrouver en replay, justement, vous pouvez la regarder. Là aussi, en fait, on est en février 96. On a Garry Kasparov. Il a 32 ans. Il est considéré comme le meilleur joueur, tout simplement, d'échecs de l'histoire. Et il affronte un super ordinateur qui s'appelle Deep Blue dans un duel homme-machine qui est destiné à rester dans les annales. Après une première manche déstabilisante, il remporte justement la partie. Et une salariée en fait du département de recherche et de développement d'IBM qui a donc créé ce Deep Blue voit son poste menacé et propose un match retour. Un rematch. Donc le rematch tout simplement. Elle offre au créateur du Deep Blue un ingénieur solitaire surnommé PC les moyens de concevoir un ordinateur beaucoup plus puissant. Là le match c'est en 6 temps. Chaque épisode correspond à une manche. Les coulisses, suspense, un bon rythme en plus pour bien suivre les deux adversaires. Donc l'homme face à la machine. On vous dira pas qui a gagné. Sinon, ce serait trop facile, de toute façon, et on vous donnera pas les petites coulisses, justement, de cette série, ou même vous spoiler. Rematch, c'est à regarder sur Arte, et sinon, Jeu de la Dame, c'est à découvrir sur Netflix. Voilà, et ça met quand même à l'épreuve les nerfs, non seulement des personnages, mais également de celles et ceux qui regardent. Ceci étant, le match Deep Blue contre Kasparov, qui a eu un rôle assez important, on vous parle régulièrement de numérique, non seulement dans cette émission, mais a fortiori sur cette chaîne, notamment avec l'École du Futur de Philippine Dolbeau, et ça a été un moment quand même très très important, que ce moment où les machines, pour la première fois, je spoil un tout petit peu, où les machines réussissent à penser de manière un petit peu, pas comme l'être humain tout à fait, mais en tout cas à le vaincre sur des tâches aussi complexes que le jeu d'échecs. Après, il y a eu le jeu de Go d'ailleurs, où également les intelligences artificielles ont commencé à vaincre les êtres humains. On regarde tout ça. Il faut surveiller. Et puis alors un jour, les chroniqueurs... Non, on sera remplacé, moi jusqu'à là, je serai un robot comme au Japon. Mais ça, on serait notre chronique, ça. Non, Guillaume, restez avec nous. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. Et jouez tous aux échecs, c'est chouette. On sait tous ce que cela signifie de buter, de bloquer, de trébucher, de subir le regard des autres, d'avoir peur, d'avoir honte. C'est ça, être bègue, c'est ça, puissance 1000. C'est ce qu'explique dans le dossier de présentation du film Le Panache Jennifer de Volder. Elle est l'invitée du Grand Oral. On la retrouve. Je continue avec les personnages, Jennifer, qui sont autour de notre personnage de Colin. Il y a Maxence. Avec lui, vous tissez une autre différence, omniprésente dans les collèges, dans les lycées, aujourd'hui dans la jeunesse, c'est la question de la fluidité de genre. Oui, tout à fait. En fait, je dis souvent, il y a trois inégalités finalement dans le panache. Il y a évidemment l'handicap, il y a la question du genre et par le professeur aussi l'inégalité sociale. Donc voilà, c'est c'est un peu la même thématique autour de l'acceptation de la différence. Que vous traitez quand même en finesse, parce que par exemple Maxence, il est entre deux. On sent qu'il est en passage en quête plus d'ailleurs de quelque chose. Il se pose des questions en fait. Ouais, il se pose des questions. Je crois que c'est un âge où de toute façon on se pose des questions. On se cherche beaucoup. On commence à entrevoir des petites choses de l'identité, mais qui sont c'est un travail en process. Voilà, ce que je voulais souligner par là, c'est de dire que c'est un film très fin, parce que vous évitez, il y a plein de films qui sont un peu cousus de fil blanc qui auraient pu arriver, notamment sur le harcèlement. On comprend qu'il a été harcelé, ça aurait d'ailleurs pu partir comme ça, puisque quand il arrive au collège, il y a des insultes, il reste d'ailleurs très seul et déjeuner dans la cour, mais vous n'avez pas... Voilà,
Il y a des moqueries, mais il n'est pas harcelé. C'est ça. On n'a pas voulu... Vous n'avez pas voulu aller par là. Non, on n'a pas... Ce n'est pas un film qui parle de harcèlement. Un dernier mot du contexte. Vous avez choisi que l'action se déroule dans un collège catholique. Alors là, qu'est-ce qu'on se marre? Donc c'est pas Saint-Thomas, c'est Saint-Tho. On ne croise pas Adélaïde, on croise Adé. Anne-Charlotte, c'est Ancha. Pourquoi pas un collège public d'ailleurs? Je pense que l'histoire aurait pu se dérouler dans un collège public en fait. Mais je me suis dit, bon, la première chose, c'est que je voulais que sa mère fasse un sacrifice financier. Donc, parce qu'elle pense que voilà, le mettre dans quelque chose de plus petit, peut-être serait moins violent pour lui. Et ensuite, parce que j'ai l'impression que dans les collèges catholiques, les associations de parents d'élèves ont beaucoup plus de pouvoir. Là-dessus, vous avez et raison, donc mettre pression, l'appel, la fameuse appel, l'association des parents d'élèves, fait pression beaucoup plus. Voilà. Pression notamment sur une chef d'établissement qui surinterprète un peu la pression, mais ça, on ne va pas tout spoiler non plus. On en vient enfin à Colin. Alors d'abord, pour tirer un énorme coup de chapeau à Joachim Marseguel. Oui, qui fait un super boulot. Vous formulez, alors c'est un projet, je crois, qu'on vous soumet à partir de la pièce de Devor, dans la peau de Cyrano. C'est un projet qu'on vous soumet, mais dès le début, vous vous dites il faut absolument que le comédien qui va interpréter Colin soit lui-même une personne qui bégaye. Oui, ça c'était notre désir dès le départ. Je pense tout un travail considérable pour lui de se replonger, de revenir à un handicap assez marqué qu'il n'a apparemment plus, en tout cas qu'il sait gérer. Mais vous avez dû vous adapter à lui. C'était pas vous qui décidiez. Non, on devait s'adapter à son bégaiement parce qu'il est parfois très fluide et parfois pas du tout fluide. Et plus il est fatigué, moins il est fluide. Donc évidemment, il a fallu s'adapter, sachant que pendant 1 heure à peu près le matin, ça allait. Puis après, pour une personne qui bégaye, parler, déclamer du texte, c'est un effort énorme. Donc après, on faisait des choses soit plus silencieuses, soit plus simples, soit j'ai coupé du texte, soit j'avais des petits trucs, des petites choses. Ensuite, mieux je l'ai connu, mieux j'ai pu m'adapter aussi à lui et à lui faire sortir les choses. Avec pour lui quand même la résurgence de quelques mauvais souvenirs. Je ne m'attendais pas, explique-t-il dans le dossier de presse de présentation du film, je ne m'attendais pas à ce que revivre certaines situations difficiles comme les moqueries me bousculent autant. Ça a été dur parfois le tournage. Oui, parce que lui, il a subi le harcèlement. Alors, il ne le subit plus du tout. Maintenant, ça va super. Et depuis le film, ça va encore mieux. Donc, mais il a subi le harcèlement longtemps. Et donc, c'est vrai que quand il entendait des moqueries ou quand les gens se moquaient de lui ou l'imitaient, c'est quelque chose qui l'envahit et il ne peut plus. C'était vraiment très difficile pour lui à vivre. Avec un super coach de plateau, un coach en plus, José Garcia. Il y avait un vrai coach qui a joué un rôle fondamental, si j'ai bien compris. Il y avait un coach avant le tournage, oui. Mais José Garcia qui l'a complètement pris en main, non, c'est ça? En tout cas, qui l'a boosté, je pense, qui l'a boosté, qui a emmené un peu toute la petite troupe, parce que l'ado est quand même vite mou, on va pas se... Allez, maintenant on se dit les choses quand même. Allez, on y va. Et donc José Garcia, il les réveillait, c'est ça? Il les réveillait un petit peu, ouais. C'est aussi quand même un film sur l'importance du groupe. Il y a une expérience collective, une expérience de troupe, de théâtre, quoi. Tout à fait. Comme quoi un groupe, ça permet aussi de se sentir mieux, de faire des choses et de se dépasser. Le vivre ensemble, entre guillemets, on en parle souvent. J'aime pas trop cette expression, mais c'est une réalité aussi. C'est qu'ensemble, on est plus fort. Deux références assumées, revendiquées presque de votre part, le Cercle des poètes disparus. C'est vrai qu'on y pense particulièrement dans une scène que je ne vais pas dévoiler, mais enfin bref. Mais aussi le discours d'un roi. Très beau film. Oui, c'est un peu les deux films étaient un référent. C'est deux films très classiques, un peu dans l'inconscient collectif qui ont marqué les esprits. Donc à la fois, on avait un peu peur des références et à la fois, on y voyait forcément un recoupement. Donc on a choisi de rendre hommage, en tout cas, au Cercle à la fin, qui est un film qui, moi, m'a en plus beaucoup marqué enfant. Donc... voilà. C'est une façon de boucler la boucle. Il y a encore un personnage très important parce que je dis que le film est fin, qu'il est sensible, il joue sur peu de choses. Et la musique est presque un personnage du film. Oui. Beaucoup de travail, on peut citer. D'ailleurs, c'est Adrien Durand, le compositeur. Oui, Adrien Durand, le compositeur. Oui, puisqu'on a fait de la musique baroque et on a repris des grands classiques baroques qu'on a modernisés. Et donc, parce que dès le début, moi, j'entendais le coucou de Daquin, et je m'imaginais que c'était tous les mots que Colin n'arrivait pas à sortir, en fait, et que c'était vraiment son monologue intérieur, en fait. Voilà.
Jennifer de Volder, merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. Le panache, ça sort aujourd'hui sur les écrans avec José Garcia Horatica, Joachim Arseguel, et puis on a plein d'autres, je ne peux pas tous les citer, mais une belle brochette de comédiennes et de comédiens, notamment les jeunes. On passe maintenant du côté des années collège avec Amélie Paris, casquette, on reste avec les ados. Les années collège, c'est notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrio, point d'observation pour la passionnée de mode que vous êtes, extraordinaire sur les accessoires de mode que les élèves adorent et que les CPE aiment moins, ou les chefs d'établissement, la casquette aujourd'hui. Oui. Alors, je voulais commencer aujourd'hui avec cette définition de l'Académie française en 1835. Alors, la casquette, donc c'est une coiffure d'homme faite d'étoffe ou de peau qui a quelquefois un bord sur le devant. C'est donc un couvre-chef, mais différent du chapeau ou du béret. Et il en existe une grande variété. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la casquette portée par le plus célèbre détective Sherlock Holmes en tweed. Je ne vais pas vous parler de la casquette portée par les soldats pendant la guerre américano-mexicaine au milieu du 19e siècle, ni celle des marins, ni la Gavroche. Mais je vais vous parler de la casquette alors. Celle qui a une grande visière sur le un peu à l'américaine. Que les joueurs de baseball adorent, les rappeurs aussi, qui vient, comme vous l'avez dit, des États-Unis. Alors racontez-nous quand est-ce qu'elle arrive. Eh bien, elle est née au début du XXe siècle. Elle est popularisée par celui qu'on appelait le Bambino, George Ruth, dit Babe Ruth, le plus grand joueur de baseball de tous les temps, qui la porte au départ pour protéger ses yeux du soleil. Alors, au début des années 30, il fait partie de l'équipe des Yankees. Il est au sommet de sa gloire et il ne se déplace jamais sans sa casquette snapback. Snapback. Eh bien, mais oui, vous savez ce que c'est. C'est la casquette, vous savez, qui est réglable à l'arrière avec une petite languette. Ah, mais bien sûr. Voilà. Donc, en 1959, cette casquette devient le couvre-chef officiel de la Ligue de baseball et elle devient aussi la casquette d'autres sports comme le basket. Donc, chaque équipe a une casquette à sa couleur. Joueurs et supporters ne la quittent plus et elle devient un incontournable du monde du sport. Il y a quand même d'autres casquettes toujours popularisées par les États-Unis, celle des chauffeurs de camion, les truckers. Oui, exactement. La casquette trucker, donc qui se reconnaît avec son filet à l'arrière, notamment pour faire respirer les cheveux. Mais oui. Alors là, on est toujours aux États-Unis, mais on est dans les années 70. Et cette casquette va être distribuée gratuitement sur les aires d'autoroute et dans les centres commerciaux par de grandes compagnies qui voulaient justement conquérir de nouveaux clients. Et donc, ce fut le cas des ouvriers, des agriculteurs et également des camionneurs, d'où son nom. Années 80-90, un autre univers sans part de la casquette. Oui, là, c'est le hip-hop qui explose et la snapback qui fait irruption dans le milieu du rap, notamment sur Chuck D, le leader du groupe Public Enemy, parce que les musiciens, ils aiment aussi le sport, ils aiment leur quartier, ils aiment leur ville. Alors aujourd'hui, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes portent tous la casquette. Et la star internationale Rihanna est même devenue une ambassadrice de son port sur le tapis rouge. Voilà, et résultat, elle fait tourner la tête des ados, notamment à Maurice Utrio. Oui, des ados. Et comme vous disiez, Emmanuel, en introduction, du CPE qui passe son temps à dire la casquette quand ce n'est pas la capuche à chaque fois qu'un élève rentre dans le collège, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de mal à se séparer d'elle. Alors, ils l'aiment à l'endroit, à l'envers, parfois juste posé sous un bandana, avec un casque sous le casque de musique, parfois carrément sous la capuche pour se créer un vrai cocon. Qu'est-ce qu'ils en disent, les élèves? Vous connaissez ça, vous leur avez demandé? Oui, Mohamed m'a dit qu'il se trouvait très beau avec sa casquette. Zachary l'adore parce qu'elle lui permet de cacher ses cheveux quand il a la flemme de se coiffer. Oui, ça arrive souvent, la flemme chez les ados. Donc, en fait, que ce soit pour des raisons esthétiques, pratiques ou sociologiques, elle est peut-être, comme le sweat à capuche, d'ailleurs, cette carapace provisoire que les ados ont besoin de se créer pour se défendre pendant l'adolescence. Vous savez, cette période de transformation, d'émancipation qui n'est pas toujours facile à vivre. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler, mais on peut quand même se rapporter notamment aux travaux de Françoise Dolto, Adolescence sous le complexe du homard. Merci beaucoup, chère Amélie. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe de l'émission Maquillage Eva Troller. Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari. Thibaut Goury-Lafont au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été présentée par Microsoft.